Cara Nutt était une jeune américaine de 20 ans qui avait tout pour être heureuse. Elle faisait des études qu'elle aimait, elle avait une famille unie et un petit ami formidable. Malheureusement, un beau jour, elle va disparaître alors qu'elle était au volant de sa voiture. D'ailleurs, lorsque plus tard sa voiture sera retrouvée, on comprendra que quelque chose de grave lui était arrivé. La ville cherchait alors le coupable, mais personne ne pouvait être en mesure de se douter qui était réellement la personne qui avait fait ça. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Cara Nutt, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur une affaire américaine et une affaire qui est totalement dingue. Ici, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'identité du coupable. Vous allez voir, évidemment, on la comprendra à la fin de cette vidéo. Vraiment, c'est juste totalement dingue et vraiment comme énervant. Vous allez voir, mais moi, ça m'a vraiment tendu quand j'ai écrit ça et quand j'ai compris un petit peu ce qui s'était passé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée. On ne vous les présente plus. Je pense qu'à présent, vous connaissez toutes et tous les boissons Oli. Oli, c'est la marque de boissons énergisantes parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons se présentent sous forme de poudre, ce qui préserve la planète des bouteilles en plastique inutiles. De plus, les boissons sont véganes, renforcées en vitamines et faibles en calories. Et le tout évidemment sans sucre et avec des arômes et colorants naturels. La gamme énergisante utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Mais ce n'est pas tout, Oli présente également une gamme de thé glacé enrichi en antioxydants et en fibres. Pour l'arrivée du printemps, c'est pour moi la boisson parfaite. Avec les thermos Oli, je peux passer ma journée à l'extérieur et mon thé reste parfaitement glacé. Et puis Oli, c'est aussi une gamme de boissons hydratation, là aussi bien plus saine par rapport aux autres boissons pour sportifs traditionnels. C'est génial si tu fais du sport, mais personnellement, je les utilise aussi pour mes lendemains de soirée un petit peu trop arrosés. J'ai également testé la gamme de matcha que j'ai trouvé absolument fantastique. Si vous êtes indécis, les packs découvertes vous permettent de tout goûter pour élire votre goût préféré. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Oli Énergie. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur leur compte Instagram. Ils postent vraiment régulièrement, ils sont assez chouettes, ils font du contenu assez de qualité et donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et peut-être aussi à mon compte Instagram si vous en avez envie. Voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Cara Evelyn Nutt est née le 11 février 1966 aux États-Unis, dans l'état de la Californie, dans la ville de Ventura. Elle a alors grandi avec ses parents, Joyce et Sam Nutt, ainsi qu'avec sa sœur qui s'appelait Cynthia. Malheureusement, j'ai peu d'informations sur son enfance, donc je vais directement vous parler de la femme qu'elle était en 1986, donc lorsqu'elle avait 20 ans. Cara est alors perçue comme une jeune femme vraiment vive, avec de très beaux cheveux blonds et volumineux et un sourire éclatant. En soi, tout le monde la trouvait vraiment magnifique, mais mis à part ça, elle était également une jeune femme très douce et très patiente. D'ailleurs, c'est vraiment ces qualités qui l'ont amenée à consacrer son temps libre à aider des animaux et à travailler dans un zoo. C'était pour elle quelque chose de très important, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait et ça l'épanouissait vraiment. Mais en plus de ça, Cara était aussi une étudiante à l'université d'État de San Diego. Donc San Diego, toujours en Californie. D'ailleurs, entre-temps, elle et sa famille avaient déménagé dans la ville de El Cajon, qui se trouve juste à côté de San Diego, mais aussi à côté de l'université, donc Cara était restée vivre chez ses parents pendant ses études universitaires. En tout cas, à l'université, elle étudiait pour devenir enseignante pour école primaire. C'était un métier qui lui allait d'ailleurs à merveille parce que, comme je vous l'ai dit, elle était très douce, très chaleureuse et elle avait vraiment une très bonne manière de se comporter avec les enfants. Elle avait une personnalité qui convenait totalement aux enfants.
D'ailleurs, ses proches ont même dit publiquement que quiconque connaissait Kara savait que sa personnalité était idéale pour guider les jeunes esprits. Sinon, mis à part ça, sur un point de vue plus personnel, Kara était en couple avec un homme qui s'appelait Wayne Bautista. Wayne était vraiment très gentil et je pense même qu'on peut dire qu'il était le fan numéro 1 de Kara. Les deux formaient un très beau duo et pour tout le monde, eh bien, leur amour semblait authentique et très fort. Clairement, on avait l'impression que rien ne pourrait jamais les séparer. Oui, ils étaient jeunes, mais leur couple était plus que solide. Par contre, je précise quand même que Kara et Wayne habitaient tous les deux chez leurs parents. Comme je vous l'ai dit, Kara vivait à El Caron et Wayne vivait lui à Escondido, à une trentaine de minutes en voiture de chez Kara. Mais à présent, maintenant qu'on connaît un petit peu plus la vie de Kara, plongeons-nous dans la journée du 27 décembre 1986. Nous sommes quelques jours à peine après les fêtes de Noël et tout allait bien dans la vie de Kara. Elle avait vécu de beaux moments en famille et elle était à mille lieues de se douter que sa vie allait pourtant brusquement s'arrêter. En fait, juste après les fêtes de Noël, Wayne, donc le petit ami de Kara, était tombé malade. Alors rien de grave, c'était juste une grippe, mais Kara ne voulait pas le laisser seul, donc elle avait décidé de conduire jusqu'à chez lui, donc dans la ville de Escondido, pour prendre tout simplement soin de lui. Par contre, avant de partir de chez ses parents, avant de prendre la route, Kara avait tenu à demander à sa mère la meilleure façon de soigner Wayne et elle lui a donc donné quelques conseils sur quoi faire pour l'aider à aller mieux. Kara s'était jamais vraiment occupée de quelqu'un de malade, elle savait pas vraiment quoi faire. Elle, quand elle était malade, c'était sa maman qui s'occupait d'elle. Donc voilà, elle lui a demandé des conseils pour essayer d'être la meilleure infirmière possible. Donc, après avoir pris ces quelques conseils, Kara a ensuite pris la voiture et a roulé 35 minutes jusqu'à Escondido. Elle est alors arrivée en toute sécurité chez Wayne et a passé du temps avec lui. Les deux se sont bien amusés et Wayne se sentait déjà un peu mieux. Vers 20 h, Kara a alors appelé son père et c'est là qu'elle lui a dit qu'elle allait bientôt reprendre la route. Donc en soi, il y avait 35 minutes de route en voiture, plus le temps qu'elle dise au revoir à son copain. Elle devait être là dans 45 minutes, 1 heure grand maximum. Donc voilà, après ça, Kara a dit au revoir à son petit ami, elle est partie de chez lui, elle est rentrée dans sa voiture et elle a pris la route. Mais malheureusement, c'est là que les choses vont se compliquer. En fait, 1 heure va passer, puis 2 heures, et Kara ne va toujours pas rentrer chez ses parents. Ses parents vont évidemment commencer à s'inquiéter, et pour vous dire, Sam, donc le papa de Kara, expliquera plus tard qu'à ce moment-là, au plus profond de lui, il avait ressenti que quelque chose de grave, de très sombre était arrivé. En soi, il dira qu'il savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple retard, et que sa fille avait peut-être eu ou sans doute eu des problèmes. Donc suite à ce ressenti, eh bien Sam a décidé de prendre les choses en main, il est monté dans sa voiture, à ce moment-là il était à peu près 22 h et il a pris la route. Il a alors roulé en direction de la maison de Wayne pour essayer de rechercher sa fille et il se disait que peut-être il allait croiser sa voiture sur la route et comprendre en même temps ce qu'il se passait, peut-être qu'elle avait eu une panne, enfin en soi il allait faire la même route qu'elle donc c'était sûr qu'il allait croiser à un moment donné sa voiture. En parallèle, Joyce, donc la mère de Kara, a commencé elle aussi à rechercher sa fille. En fait, elle est restée à la maison, elle n'est pas partie en voiture avec son mari, tout simplement parce qu'il fallait qu'elle soit là au cas où Kara rentrait à la maison, mais quand même, elle aussi, elle est passée à l'action. Elle a décidé de prendre l'annuaire téléphonique et d'appeler absolument tous les numéros d'hôpital et de commissariat de la région au cas où sa fille s'y trouvait. Malheureusement, cette soirée-là, ni Sam ni Joyce ne trouvera la moindre trace de leur fille. À présent, ils étaient donc sûrs qu'elle avait disparu, que quelque chose lui était arrivé et donc dès le lendemain matin, ils ont passé une très courte nuit, ils n'ont quasiment pas dormi. Dès le lendemain matin, ils se sont mis à rechercher d'autant plus. Sam, donc toujours le papa, a alors décidé d'aller à la police pour signaler la disparition de sa fille. Suite à ça, accompagné de plusieurs agents de police, il a traversé la ville encore et encore, il a pris plein de routes différentes pour essayer de trouver au moins la voiture de sa fille, mais ça n'a mené à rien. Mais là, à un moment donné, Sam, toujours accompagné de la police, va proposer de parcourir une route un petit peu excentrée de la ville. Il s'agissait d'un petit chemin assez sombre, abandonné et sans issue qu'on appelait Mercy Road. Cette route se trouvait d'ailleurs pile à mi-chemin entre la maison du petit ami de Kara et celle de ses parents. Cette petite route, la Mercy Road, ne se trouvait normalement pas sur son chemin, mais disons que si à un moment donné elle bifurquait, évidemment elle allait s'y retrouver. C'était donc une bonne idée d'aller visiter cette rue
au cas où on pourrait trouver des traces de Kara. Évidemment, je pense que si Sam, le papa, a eu l'idée d'aller là, c'est parce qu'il ne trouvait pas la voiture de sa fille sur les grandes routes. Et à partir de là, il savait que quelque chose lui était sans doute arrivé. Et si quelque chose lui était arrivé, s'il n'y avait pas de témoin, c'est que ça s'était passé quelque part à l'abri des regards. Donc en allant là, il savait au fond de lui déjà que sa fille était peut-être déjà décédée. Et malheureusement, vous allez voir que Sam aura eu bien raison d'aller sur cette petite route. En fait, au bout de la route se trouvait la voiture de Kara qui était une Volkswagen Beetle blanche et déjà l'endroit où la voiture a été retrouvée ne présageait rien de bon, mais lorsque la police s'est approchée, ils ont vraiment eu la confirmation que Kara avait dû être agressée. En fait, sa voiture n'était pas vraiment garée, elle semblait plutôt avoir été abandonnée au milieu du chemin. Mais les enquêteurs noteront également que la vitre du côté conducteur était baissée, un petit peu comme si quelqu'un était venu la voir et avait essayé de lui parler à travers la vitre et qu'elle avait décidé de baisser cette vitre. Mais ce n'est pas tout, les clés étaient toujours sur le contact, comme si elle avait été enlevée de force de sa voiture, sans même qu'elle ait le temps de couper le contact, et en plus de ça, son sac à main se trouvait sur le siège passager. C'est quelque chose de très important à noter parce que son sac à main n'était pas ouvert, il était fermé, il n'était pas en désordre, il était simplement posé comme elle l'avait mis. Ça démontrait que le mobile de l'agression n'était sans doute pas le vol. Là où les personnes qui s'en étaient pris à Kara semblaient en avoir réellement après elle et non pas à son argent ou autre. En tout cas, tout ça laissait maintenant présager que la disparition de Kara était en réalité une disparition criminelle et donc tout le monde s'attendait au pire. Surtout que, je vous l'ai pas encore dit dans ces termes, mais la route où la voiture de Kara a été retrouvée avait déjà une petite réputation dans la ville. En fait, il s'agissait d'un endroit que les habitants eux-mêmes appelaient le tombeau en raison de son ambiance qui était vraiment glaçante. Un policier des environs a d'ailleurs expliqué que l'endroit le mettait tellement mal à l'aise qu'il évitait d'y aller et qu'il préférait ne jamais faire de rapport sur ce qui se passait là, parce que vraiment, même lui, ça lui faisait un peu peur. Donc voilà, ça nous fait une vague idée du type de lieu que c'était et à quel point c'était glauque. On peut également imaginer la peur que Kara a dû ressentir en se trouvant là-bas. En tout cas, pour en revenir à l'enquête, la police a alors déclenché une recherche approfondie sur Mercy Road, donc là où la voiture a été retrouvée. En fait, il y a une autre information importante à savoir, c'est que cette route se trouvait juste à côté de la rivière Peñasquitos Creek, et donc les autorités ont immédiatement pensé que le corps de Kara aurait pu y être jeté. Par contre, je précise quand même qu'on n'est pas sur une grande rivière super profonde, c'est vraiment une petite rivière avec un petit flux d'eau. Mais voilà, le fait que cette route se trouve à côté de cette rivière, ça peut ne pas être anodin et donc on s'est dit que peut-être le corps de Kara pouvait s'y trouver. Des chercheurs ont donc parcouru les rives et puis ils se sont rendus au Los Peñasquitos Creek Arch Bridge, qui est en fait le pont qui se situe au-dessus de la rivière, mais aussi au-dessus d'une petite zone boisée. Donc c'est un pont où on peut rouler en voiture, en dessous il y a vraiment la petite rivière qui passe. Encore une fois, on n'est pas sur une grosse rivière, c'est un petit peu d'eau qui y passe. Et vraiment, il y a plein de cailloux, plein de hautes herbes, des petits arbustes. Là aussi, c'est un endroit qui pourrait être assez intéressant pour potentiellement y cacher un corps. Les policiers ont donc parcouru cette petite zone boisée en dessous du pont et c'est finalement à cet endroit que les agents vont faire une bien triste découverte. Ils vont y retrouver le corps sans vie de Kara qui semblait avoir fait une chute depuis le haut du pont, une chute de plus de 20 mètres de haut. Il faut savoir qu'au moment où le corps de Kara a été retrouvé, Sam, donc son père, était lui aussi présent avec les policiers. C'est heureusement des agents de police qui ont vu son corps en tout premier et c'est alors eux qui ont annoncé à son père la triste nouvelle. D'ailleurs, la première chose que son père répondra suite à la triste nouvelle sera « J'aurais aimé que vous puissiez la connaître, c'était un ange ». En tout cas, suite à ça, le corps de Kara sera emmené auprès d'un médecin légiste. Déjà, la première chose que le légiste va dire, c'est que selon lui, il s'agissait d'un acte criminel, il en était sûr. Comment il le savait? C'est qu'il a déterminé que Kara était déjà décédée au moment où elle a été jetée du haut du pont. D'ailleurs, il a aussi pu déterminer la cause de la mort. Selon lui, Kara serait décédée des suites d'une strangulation. D'ailleurs, il a découvert des marques de ligature visibles autour de son cou et elle avait aussi une grande ecchymose assez sombre sur son sourcil, comme si elle s'était pris un coup.
Par contre, et ça c'est une chose très importante à préciser, c'est qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement. Donc là encore, tout comme le vol, on pouvait écarter le mobile du crime sexuel. Donc là, on avait la voiture, on avait le corps, on savait comment elle était malheureusement décédée, mais il fallait comprendre exactement ce qui s'était passé et qui était à l'origine de tout ça. Dans un premier temps, les enquêteurs se sont dit que Cara était une jeune fille très prudente. Donc sincèrement, il y avait peu de chances qu'elle ait été de son plein gré sur cette petite route qui n'était pas du tout sur son chemin. C'était sûr et certain que quelqu'un l'avait emmenée là-bas ou l'avait contrainte à aller là-bas. Les enquêteurs ont alors découvert des marques de pneus sur le pont Los Peñasquitos Creek Arch Bridge, donc le pont d'où le corps de Cara semblait avoir été jeté. En fait, dans son itinéraire de base, Cara était censée passer sur ce pont pour rentrer chez elle. En fait, si on examine un petit peu ces traces laissées, on peut comprendre que la voiture de Cara qui roulait tout droit, donc elle allait directement chez ses parents, c'était sa route de base, on peut voir que sa voiture s'est brusquement arrêtée et grâce aux autres traces de pneus, on peut voir qu'une autre voiture est arrivée et sans doute que cette voiture a dérapé pour se mettre devant elle pour la stopper. Donc on sait que c'est sans doute à ce moment-là que Cara a été contrainte d'aller sur la petite route. À partir de là, on peut donc imaginer que le suspect a forcé Cara à conduire jusqu'à cette petite route à l'abri des regards. On peut imaginer ensuite qu'une fois arrivé sur la Mercy Road, le suspect serait sorti de la voiture et aurait donc forcé Cara à faire de même avant de l'assassiner. Une fois Cara décédée, il serait donc retourné sur le pont et c'est de là qu'il aurait ensuite jeté le corps. Donc voilà, rien qu'avec les preuves trouvées sur les lieux, on avait une vague idée de ce qui avait pu se passer. Mais bon, la police n'avait ni mobile pour le crime et n'avait aucune idée de qui était le coupable. On avait donc un tueur en liberté dans la région et il fallait le retrouver au plus vite. Dans un premier temps, les forces de l'ordre ont alors essayé de diffuser un maximum l'histoire de Cara. Alors déjà, c'était pour essayer d'avoir des témoignages, mais c'était aussi pour prévenir la population du danger ambiant. Il y avait clairement un fou furieux dans la nature, quelqu'un qui avait assassiné une femme alors qu'elle était dans sa voiture. Il fallait pouvoir le retrouver, il fallait que la population fasse attention. Un homme qui faisait partie de la patrouille routière californienne a d'ailleurs pris la parole à la télé et il a vraiment dit aux femmes principalement de faire attention et que si jamais à un moment donné elles étaient à l'arrêt et que quelqu'un venait les aborder, que quelqu'un leur demandait peut-être de l'aide, elles ne devaient pas répondre et simplement conseiller à la personne d'appeler la patrouille routière pour avoir de l'aide. Il a également averti toutes les femmes de ne jamais descendre de leur véhicule pour aider une autre personne, car selon ses mots, à partir du moment où la personne est en dehors de sa voiture, elle est à la merci de son agresseur. En tout cas, suite à ça, l'histoire va faire énormément de bruit dans la région. Et d'ailleurs, en l'espace de quelques jours, 30 femmes vont appeler la ligne Crime Stoppers et faire des révélations assez folles. Chacune d'entre elles dira se reconnaître dans l'histoire de Cara. En fait, toutes diront avoir eu une expérience similaire alors qu'elles roulaient de nuit. Elle aussi avait été attirée vers la route Mercy Road et sur place, un homme les avait arrêtées, avait demandé à leur parler et puis les avait sortis de force de leur voiture et les avait empêchées de repartir. Mais évidemment, pour chacune d'elles, lorsqu'elles ont entendu parler du cas de Cara, elles se sont dit que cette fille avait sans doute vécu la même chose qu'elle et que malheureusement, elle n'avait pas réussi à s'en sortir. Mais attendez, parce que ce qui va réellement choquer les enquêteurs sera ce que les femmes diront ensuite. En fait, elles vont expliquer que si elles avaient bel et bien suivi cet homme, cette voiture sur la rue Mercy Road, si elles étaient sorties de leur voiture, si elles avaient fait confiance, c'était pour la seule et bonne raison que l'homme en question était un patrouilleur routier en uniforme. Donc là, c'est une énorme révélation. Dites-vous bien que depuis le début de l'enquête, on disait aux femmes de faire attention sur la route, d'appeler un patrouilleur si elles se sentaient en danger de quoi que ce soit. Et là, on apprenait que le suspect principal faisait partie de l'équipe de patrouille des routes. Selon toutes ces femmes qui ont témoigné, lorsqu'elles s'étaient arrêtées, l'homme en uniforme s'était assis dans leur propre voiture et il avait commencé à leur poser des questions d'ordre sexuel qui n'avaient pas lieu d'être. Mais attendez, parce que les choses vont encore plus loin. Certaines de ces femmes diront ne pas savoir qui était ce patrouilleur. Par contre, plusieurs d'entre elles vont savoir qui il était sur base de photos
et chacune vont désigner la même personne. Selon elle, il s'agissait d'un policier du nom de Craig Payer, qui était en plus un vétéran depuis 13 ans. À ce moment-là, une enquête interne au sein de la police va avoir lieu et les rapports annonceront que la nuit où Kara a été assassinée, Craig Payer était bel et bien en fonction. Par contre, quand on va regarder son journal de police, eh bien, ça dira qu'il se trouvait à plusieurs kilomètres de la scène du crime à 21h30. Donc 21h30, c'est plus ou moins le moment où le crime s'est passé et qu'en fait, à ce moment-là, donc il était très loin en train de faire une contravention. Donc en soi, avec ça, il était censé être innocenté. Mais heureusement, son journal va encore une fois être analysé et cette fois-ci, on va se rendre compte qu'il y avait une marque de gomme visible justement à l'endroit où il disait avoir fait une contravention à 21h30, un peu comme s'il l'avait modifié par après. Mais ce n'est pas tout parce que d'autres agents de police ont témoigné et ont déclaré avoir vu Craig avec plusieurs lésions assez profondes sur le front et sur les bras. C'était un petit peu comme s'il s'était battu, donc évidemment on va lui demander comment il s'était fait ça et Craig répondra alors qu'il s'était blessé en faisant une chute contre une clôture. Donc là, vous allez vous dire que c'est des signaux extrêmement alarmants, que Craig va sans doute se faire arrêter sur le champ, mais non. Ses collègues ont préféré lui laisser le bénéfice du doute. Selon eux, à ce stade de l'enquête, c'était encore un petit peu trop tôt pour vraiment le suspecter. Craig, de son côté, a alors voulu montrer qu'il était de bonne foi et il a même proposé de donner son uniforme de police pour qu'il se fasse analyser. Il avait l'air assez sûr de lui en faisant ça, mais au final, les tests vont venir mettre fin à cette enquête. Sur l'uniforme de police que Craig portait le soir du drame, on va retrouver des petites fibres dorées. Ces fibres venaient directement du pull que Kara portait le soir de sa mort et on va également retrouver des fibres mauves qui venaient de son pantalon de survêtement. En fait, on imagine que Craig avait dû parfaitement nettoyer son uniforme, peut-être même qu'il était sûr d'avoir bien fait attention le jour du crime pour ne pas le salir, pour ne pas qu'il y ait de cheveux ou quoi que ce soit qui soit en lien avec Kara sur son uniforme. Mais malheureusement pour lui, eh bien de minuscules petites fibres le trahissaient. En fait, les fibres dorées ont été retrouvées coincées derrière le patch doré sur son uniforme et les fibres mauves ont été retrouvées sur ses bottes mais également sur son arme de service. Mais ce n'est pas tout. Après ça, la police décidera de fouiller la voiture de service de Craig et à l'intérieur, ils vont découvrir une corde suspecte dont les motifs ressemblaient à ceux identifiés sur le cou de Kara lors de son autopsie. Au final, on a eu la confirmation que la corde de la voiture était bel et bien celle qui avait servi à stranguler Kara. Au final, c'est 21 jours après le meurtre qu'enfin Craig Payer a été arrêté. Ensuite, lors de son premier interrogatoire officiel, il dira « Je ne dis pas que j'ai fait ça, mais que m'arriverait-il si je l'avais fait ?» Donc déjà, rien qu'avec cette phrase, les enquêteurs étaient sûrs de détenir leur suspect. La théorie était donc qu'après avoir arrêté Kara sur le pont avec sa voiture de police, Craig l'aurait entraîné sur cette petite route et bien évidemment Kara l'avait sans doute suivi sans crainte vu qu'il s'agissait d'un policier. Une fois sur ce petit chemin, on imagine donc que Craig lui aurait fait des avances sexuelles comme il l'avait fait aux dizaines de femmes avant elle. Et là, eh bien, les choses se seraient sans doute compliquées lorsque Kara aurait tenté de repousser Craig en disant qu'elle n'était pas intéressée. On se dit même que peut-être elle l'aurait menacé de tout dire à ses collègues, mais en tout cas, Craig s'est vraiment énervé et de ce qu'on a déterminé, il avait sans doute matraqué Kara à plusieurs reprises avec sa lampe de poche de police. C'est d'ailleurs sans doute à cause de ça qu'elle a eu un énorme hématome au niveau du sourcil. Après ça, il aurait sans doute été chercher la corde qu'il avait dans sa voiture et aurait étranglé Kara jusqu'à son dernier souffle. Et puis, pour se débarrasser de son corps, il l'aurait donc simplement jeté du pont qui se situait juste à côté. Est-ce qu'en la jetant du pont, il imaginait vraiment que personne n'allait retrouver son corps ? Ou peut-être qu'il imaginait pouvoir faire passer ça pour un suicide. En tout cas, ce que je vous ai dit là, c'est la théorie officielle, c'est la théorie principale. On ne peut pas en être sûr à 100% parce que Craig n'a jamais avoué les faits. En tout cas, son procès a eu lieu le 4 août 1988
Et à la fin, il a alors été reconnu coupable d'homicide au premier degré. Pour ça, il a été condamné à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération après 25 ans. Donc ça, c'était en 1988, les 25 ans sont bel et bien passés, mais heureusement, Craig est toujours en prison. Pour vous dire, la prochaine fois qu'il aura la possibilité de sortir, je dis bien la possibilité, ce sera en 2027, et à ce moment-là, eh bien, on verra ce que le juge déterminera. Mais pour vous parler quand même de Cara et surtout de sa famille, eh bien après le procès, ils ont reçu la somme de 7,5 millions de dollars. Mais bon, même si c'est une grosse somme, cet argent n'a pas du tout apaisé la douleur émotionnelle. En fait, après le procès, la famille de Cara a vraiment essayé de trouver un moyen pour lui rendre le plus bel hommage possible. Au final, 10 ans après sa mort, ils ont réussi à créer un magnifique jardin en son honneur à proximité de la scène de crime à San Diego. Sur place, on y trouve d'ailleurs encore aujourd'hui des pierres sculptées, des tableaux encadrés et des statues d'anges. Par contre, sur une note un petit peu moins positive, malheureusement, Sam, le père de Cara, est mort au mois de décembre 2000. Il se rendait en fait sur les lieux du crime pour rendre un hommage à sa fille et a finalement fait une crise cardiaque sur place et est mort sur le coup. C'était au mois de décembre, donc sans doute que c'était l'anniversaire de la mort de Cara. La sœur de Cara dira même en interview qu'elle était sûre que son père était mort d'un cœur brisé. En tout cas, après la mort de Sam, un banc a été placé dans le jardin mémorial de Cara. Ce banc a été fait pour honorer Sam, lui qui a toujours été dévoué pendant l'enquête pour retrouver sa fille et qui a tout fait pour rendre justice à Cara. C'est aussi en grande partie grâce à lui que ce jardin mémorial a vu le jour. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. Le fait que ce soit un policier qui ait fait ça, je trouve ça dingue et c'est encore plus fou quand on se dit que au moment où on cherchait le coupable, tout le monde disait, tous les policiers disaient aux jeunes femmes que si elles avaient un problème, elles devaient appeler la patrouille routière, alors que c'est un membre de cette patrouille routière qui était le coupable. Je trouve ça totalement dingue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire. N'oubliez pas d'aller en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Oli Energy. Aussi, pour ceux qui sont encore là, je voulais vous prévenir que samedi, je vais poster une vidéo sur la chaîne. C'est une vidéo qui est très spéciale. Je ne vais pas parler de crime ou disparition. Je vais plutôt parler de moi. C'est pas une FAQ. C'est vraiment différent. C'est très personnel, mais j'ai très hâte de la partager avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, j'espère que vous irez la voir. Et sinon, mis à part ça, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!